Bonjour à tous, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Madame la maire adjointe. Et c'est un immense honneur pour moi et un immense plaisir aussi donc, d'animer ces soirées. Et j'ai hâte de céder la parole à notre maître. Mais auparavant, concrètement, alors j'essaie de dire peut-être deux mots sur l'écrivain moyen et son œuvre. Moyen, à la limite, on n'a plus besoin de le présenter. Donc je vais me limiter donc à 2 mots et demi. Il a une immense œuvre qui comprend une douzaine de grands romans au souffle immense et plus de 100 nouvelles, sans compter donc des pièces de théâtre, des scénarios de cinéma, de télévision, et il paraît même que cela comprend des centaines de pièces poétiques inédites. Ce sera l'occasion de demander la confirmation donc, de la part de l'écrivain. Alors, nous avons la chance d'avoir une vingtaine de titres disponibles en français, grâce au travail pionnier et inlassable mené donc, par différentes éditions qui ont été mentionnées tout à l'heure, Actes Sud, Philippe Piquier, et surtout donc, l'édition du Seuil, et grâce également donc, au travail remarquable qui a été réalisé donc, par les traducteurs français. Ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on est chauvin, mais moi je ne suis pas très bien placé d'être chauvin. Mais il faut reconnaître que la France est le pays qui a le plus traduit moyen et peut-être le mieux traduit aussi moyen. Et donc grâce à ce travail réalisé depuis maintenant donc des dizaines d'années, l'œuvre de Moyen est de mieux en mieux connue du public français, et je ne peux pas tout énumérer parce qu'on risque de passer la soirée sur ces titres, mais il faudra se rappeler par exemple les magnifiques titres comme Le Clan du Sorgho Rouge, comme Hadi de Cristal, comme Vos simples fesses, Le pays de l'alcool, et Le supplice de Chantal, et Grenouille, 41 coups de canon, et j'en passe. Alors, la dure loi du karma, absolument, et magnifique roman avec donc un ancien propriétaire foncier fusillé avant qu'il ne se réincarne en différents animaux. Alors, donc, il faudra simplement signaler la publication, ça a été rappelé tout à l'heure, de la traduction intégrale l'un des romans qui a porté à la célébrité notre écrivain, à savoir Le Clan du Sorgho Rouge. Maintenant, c'est disponible en français dans sa version intégrale. Donc, je disais 2 mots peut-être pour rappeler les caractéristiques de cette œuvre immense. L'un des premiers points, cela porterait peut-être sur le souvenir d'enfance, la récurrence donc, des souvenirs d'enfance, pour une raison très simple. Vous savez que Moyen a vécu son enfance dans un contexte extrêmement difficile des années 1950 et 60, donc il a connu la famine et il a eu une scolarité amplement amputée. Et voilà, donc il a arrêté ses études dès la fin de l'école primaire. Et pénurie donc de tout, pénurie de nourriture terrestre, mais également pénurie de nourriture spirituelle, je dirais. Mais notre écrivain lisait tout ce qu'il pouvait trouver au village, quelques rares livres qui traînaient, mais également le dictionnaire chinois, Xinhua Zhidian par exemple, en gardant les vaches, simplement. Et il faudra se rappeler une chose, c'est que la lecture n'était pas complètement absente, mais c'était plutôt une lecture auditive, proférée par ses parents, ses proches, et notamment l'un de ses grands-oncles, conteur intarissable,
qui lui a raconté des centaines et des centaines d'histoires, et cela constitue une mine et un réservoir inépuisable pour sa future création. Et donc, c'est très très important, les oreilles, je dirais. Les oreilles, donc, puisque à plusieurs reprises, il rappelle qu'il lisait avec les oreilles. Et l'oreille, donc, le thème auriculaire devient un thème permanent. Et par exemple, dans le radis de cristal, l'enfant peut entendre jusqu'à le moindre cheveu qui tombe. Et ce sont des personnages qui ont souvent des facultés sensorielles surdéveloppées, comme quoi on ne badine pas avec les oreilles, comme certains avaient tendance à le faire il y a une centaine d'années, ici, en ce livre même. Alors, deuxième point, c'est la fixation géographique. Il a rappelé encore hier donc ce royaume littéraire, largement inspiré par différents auteurs du monde entier, inspiré également par les peintres comme Cézanne, qui ne cessait de peindre la même Sainte Victoire, et lui, il a fixé son royaume littéraire imaginaire dans son pays natal qui s'appelle Kaomi, dans le Shandong, le Finistère chinois, je dirais. Et alors pour ceux qui ont du mal à identifier le lieu, donc c'est là que se trouve donc la bière Qingdao, puisque les Allemands ont introduit la brasserie. Et cela constitue d'ailleurs le fond de l'une des plus belles histoires, à savoir le supplice du Santal, avec donc la révolte des Boxers en 1900, et les insurrections ont été déclenchées à partir précisément de ce lieu, de cette province. Eh bien, donc, un lieu, c'est une cartographie réelle, c'est le pays natal de notre écrivain, mais c'est un lieu, comme vous le savez, entièrement réinventé à la manière de Faulkner ou de Giono, donc par rapport à Jacques Fauna chez Faulkner ou à l'Ormanos donc de Giono. Eh bien, donc, c'est le théâtre et l'observatoire de l'histoire de la Chine contemporaine, mais également le lieu d'invention d'une puissance imaginative extraordinaire, puisqu'on y trouve les légendes et les êtres les plus fantastiques. Voilà, donc le royaume littéraire où l'écrivain se sent entièrement souverain. Alors, là, peut-être le troisième et le dernier point, c'est sa langue. C'est cette langue torrentielle et truculente, et une langue transgressive, donc le démenti formel de son nom de plume moyenne. Eh bien, c'est une langue évidemment très propice à l'expression de ce carnaval permanent, de cet univers carnavalesque, mais c'est une langue dotée également d'une tendresse et d'un humanisme profond. Et on va essayer justement de vous montrer cette caractéristique à travers quelques lectures tout à l'heure que nous allons vous proposer. Alors si j'évoque cet aspect linguistique, c'est que cette langue, chargée d'une grande puissance musicale, d'une musicalité extraordinaire, cela constitue souvent un défi redoutable pour la traduction. Eh bien, nos traducteurs, en France en tout cas, donc restituent merveilleusement bien cette musicalité avec toutes sortes de moyens, donc, dont on discutera peut-être tout à l'heure si on a un peu de temps. Alors, donc j'en viens peut-être à ma première question que je voudrais poser à notre écrivain pour savoir quels sont les rapports qu'il entretient avec la traduction et avec les traducteurs, notamment français, et je dirais plus particulièrement avec les traductrices, puisqu'il paraît que
n'est-ce pas? Il paraît que derrière chaque homme réussi, il se cache une femme. Eh bien, hier, Noël Dutrey nous a fait découvrir tout un gynécée et que Noël, je ne sais pas par quel moyen, a réussi à réunir. Il y avait évidemment donc les traductrices, donc Sylvie Gentil, Chantal Chen Andrew pour le français, Anna Chen, traductrice suédoise, mais il y avait aussi votre éditrice légitime, je dirais. Et donc j'aimerais savoir si ces épouses et concubines ont favorisé votre consécration. 我想这个在回答关于女翻译的问题的时候，先讲讲男翻译。Avant de parler des traductrices, j'aimerais parler du traducteur, des traducteurs. 我这个在成为一个作家之前，我想我首先是一个读者。那么在这个读书的过程当中，就包括读了大量的翻译成中文的外国文学作品，当然其中有很多的法国文学作品。 Avant d'être un écrivain, j'étais un lecteur. J'ai énormément lu de la littérature étrangère qui avait été traduite en chinois et notamment beaucoup de littérature française. 我在读这个翻译成中文的外国文学作品的时候，我一般的是想不到这其中有一个人是个翻译家，是吧？比如说我读翻成中文的巴尔扎克，读翻成中文的雨果这些作家，那我首先感觉到我就是在读的是一个法国作家的作品。 翻译家在其中做了很多的工作，艰苦的工作，作为一个普通的读者是不会去考虑的。Et quand je lisais ces traductions, je n'avais pas l'impression de lire des traductions. Quand je lisais Balzac ou Hugo, je n'avais pas l'impression qu'un traducteur était passé par là. J'avais l'impression de lire un auteur, j'avais l'impression de lire un roman en français, alors qu'un traducteur était passé par là et avait énormément travaillé. 那当我成为了一个作家，尤其是当我的作品被 翻译家翻译成外国文学的外国的外文的时候，那么这个时候我才感觉到翻译家是在这个世界文学的交流过程当中发挥了非常重要的作用。 Et ce n'est que quand je suis devenu écrivain, et en particulier quand mes œuvres ont été traduites, que j'ai pris conscience de l'importance du travail de traducteur dans cette communication internationale. 在上个月召开的这个在中国召开的这个第2届汉学家翻译家第3届汉学家翻译家大会上，我发言当中我下了一个判断，我说从某种意义上来讲，没有翻译就没有世界文学。 Et le mois dernier, à l'occasion de la 3e assemblée des traducteurs de littérature chinoise, j'ai pris la parole et j'ai donné mon point de vue qui est qu'en un sens, on peut dire que s'il n'y avait pas de traducteurs, il n'y aurait pas de littérature mondiale. 像法国文学，它肯定是世界文学的一部分。但是如果法国文学不被翻译家翻成中文，那么中国的广大的读者就根本不了解，也无法去阅读这个法国文学。 La littérature française, par exemple, fait partie de la littérature mondiale, mais si elle n'avait pas été traduite en chinois, les Chinois ne pourraient pas la connaître. 那么中国文学要变成世界文学的一部分，要被世界上许多国家的读者来阅读。那如果没有翻译家的工作，那么这一部分功能是不可能实现的。Et de même, la littérature chinoise, pour s'exporter dans le monde, pour être lue par des lecteurs du monde entier, a besoin des traducteurs. 当然，我想这个翻译过程确实是非常艰苦的啊。我这个作为一个作家，那么也经常会接到这种翻译家寄来的一些问题啊。那么这些问题让我感觉到，我认为很普通的一件事情，在翻译当中很可能就会成为一种语言的障碍。 Et ce travail de traduction est extrêmement difficile. Moi, en tant qu'écrivain, je reçois souvent des questions de mes traducteurs et je me rends compte que des choses qui me paraissaient évidentes peuvent devenir, au moment de la traduction, de véritables obstacles. 那我觉得这个翻译就是把这个中国作家的，比如说就说我了，就把我的一部小说的故事翻译成外文，这可能是比较简单的。 Je pense que traduire les histoires que je raconte en langue étrangère est une chose facile.
但是要把我写小说的时候使用的这种语言的风格啊，就是把一个作家的语言风格，然后相对应的翻译成另外一种文字，或者说在翻译成的法文里边还能够表现出我的这种语言风格，这个难度确实太大了。En revanche, s'il s'agit de traduire mon style, de traduire ma langue, de retransmettre la musicalité de ma langue, eh bien là, il y a une difficulté énorme. 所以从这个意义上来讲，我就反复的说，这个翻译实际上是一种创造，并不是一个简单的技术工作，它是一种创造。C'est pourquoi j'ai dit à bien des reprises que la traduction n'est pas un simple travail technique, c'est un véritable travail de création. 作家写作需要想象力，翻译家翻译文学作品同样需要想象力。Et si un écrivain a besoin d'imagination pour écrire, un traducteur a lui aussi besoin de cette imagination pour traduire. 这个想象力当然不是说翻译家可以脱离开作家的这种文本去想象一些，把自己的一些创作添加进去。我想这个想象力主要表现在这个寻找一种对应的语言风格的这个时候的想象力。Cette imagination, ce n'est pas celle qui permettrait à l'écrivain de s'écarter du récit d'origine pour y ajouter des éléments et créer, mais de l'imagination nécessaire pour trouver comment vraiment refléter le style de l'auteur. 日本一个翻译家在翻译我的这个小说《檀香刑》的时候，刚开始最困扰他的就是这个檀香刑这个小说的语言风格，语言。Et d'ailleurs, un traducteur japonais qui s'est penché sur la traduction du Supplice de Santal a eu une immense difficulté. La première difficulté qui s'est posée à lui, c'était précisément la langue. 因为这部小说是比较特殊的，因为这部小说在创作的时候，应该是大量的借鉴了这个民间戏曲的一些风格。Car une des particularités de ce roman, c'est que lorsque je l'ai écrit, j'ai utilisé énormément d'éléments du théâtre populaire chinois. 在写的过程当中，我也特别的注意到了这个声音的问题。就是说，这部小说我想是应该能够，让一个说书人在大庭广众之下，在广场上对着广大的听众来阅读的，就特别注意到这个小说的声音和音节。Et j'ai en effet accordé, pendant l'écriture de ce roman, une attention particulière à la sonorité. Pour moi, c'est un roman qui devait pouvoir être lu en public, qui devait pouvoir être raconté à une assemblée. Donc, j'ai vraiment apporté une attention particulière à la sonorité et au rythme. 在小说文本里面也掺杂了大量的韵文，就是押韵的文字。Et il y a énormément de rimes aussi dans ce roman. 所以这个日本这个翻译家后来他想了一个办法，就他想到了他的故乡所流行的一个小戏，也一个地方戏曲。Et finalement, ce traducteur japonais a choisi d'utiliser un style de théâtre de sa région pour traduire mon ouvrage. 他对应的就是把他这个故乡的这种地方戏曲，跟我小说里面所描写的我的故乡的地方戏曲，成功的进行了一种转换。Et il a vraiment transcrit ce que j'avais écrit en m'inspirant du théâtre de ma région dans le style théâtral de sa région à lui. 我为什么说是成功的一种转换？因为我在日本接触了一个日本的普通的读者，通过翻译了，我了解他了。我想让他谈一谈他读完了这本书的日文译本的感受。说始终感觉到耳边有一种唱戏的声音在这个不断的缭绕。Et pourquoi je parle de transcription? Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer un lecteur et je lui ai demandé ce qu'il avait ressenti quand il avait lu ce livre et il m'a dit qu'il entendait en permanence une musique lorsqu'il lisait ce roman. 由此我就感觉到这部小说的翻译是比较成功的。Et je pense donc que c'était une traduction extrêmement réussie. 因为在翻译当中确实也会遇到一些非常难解决的问题，像这种我的小说里大量的使用了一些方言土语，是吧？老百姓日常的口语，这个我觉得对这个翻译家也是一个考验。Et il y a bien des difficultés qui se posent aux traducteurs, notamment dans mes ouvrages, j'utilise énormément de dialectes de ma région, et bien sûr ce sont autant de difficultés pour les traducteurs. 但是我也相信这个翻译家的智慧，没有他们解决不了的困难。
Mais j'ai foi en l'intelligence de mes traducteurs et je sais qu'ils peuvent surmonter toutes les difficultés. 那么至于这个翻译家的性别，刚开始对我来讲是我自己是无法选择的。 Pour ce qui est du genre de mes traducteurs, pour tout vous dire, je n'ai pas mon mot à dire. 因为在80年代初期的时候，这个中国文学被翻译成外文的机会非常的少。那么对于一个作家来讲，谁来翻译他的作品，他只能听天由命，听从上帝的安排。Car au début des années 80, les traducteurs disposés à traduire de la littérature chinoise étaient extrêmement rares, donc les auteurs n'avaient pas d'autre choix que d'accepter les personnes qui voulaient bien se porter volontaires. 我的第一本被翻译成法文的这个小说就是《红高粱》的第一，就是这个林雅玲女士翻译的。但是我是过了很多年之后，我才知道这个翻译家是个女的。Et lorsque la première partie de mon roman, Le clan du Sorgho, a été traduit, bien c'était précisément Madame Sylvie Gentil qui est présente ici qui l'a traduit. Mais ce n'est que des années après que j'ai appris que cette traductrice était effectivement une traductrice, une dame. 我的第二本翻译成法文的这个《天堂上台之歌》是尚德兰臣翻译的。我也是过了好几年之后才知道，这个翻译家也是个女的，是吧？ Et mon deuxième ouvrage traduit, c'était La Mélopée de l'ail paradisiaque. C'est Chun Andro qui l'a traduit, et là encore, ce n'est que bien des années après que j'ai appris que Chun Andro était une dame, c'était Madame Chun Andro. 我见到的第一个把我的小说翻译成法文的法国翻译家杜特兰先生是个男的。 Et le premier homme qui s'est penché sur la traduction de mes ouvrages, c'était Monsieur Noël Dutré. 但是我后来也知道，杜特兰先生在翻译的过程当中有一个非常重要的助手，那就是他的夫人，还是个女的在帮忙。 Mais ce n'est qu'après que j'ai appris que derrière le travail de Noël Dutré se cachait celui de son épouse Liliane Dutré, donc il y avait là aussi une femme qui était intervenue. 所以就我个人的情况来看，我的小说之所以能够在法国翻译成这么多的文本，之所以在法国读者当中有很好的影响，确实是离不开女翻译家，是离不开女人的。 Donc à mon sens, si j'ai autant d'œuvres traduites en France, si j'y connais un tel succès, c'est en bonne partie grâce aux femmes. Ce succès, je le dois aux femmes. 所以我希望这个法国的这些女翻译家们啊，年轻的、年纪大一点的，继续努力翻译我的小说。Donc j'espère que les traductrices françaises de tous âges continueront à traduire mes romans. 杜特兰教授也可以翻译，但是一定要找个女助手帮助着。Et si Noël Dutré veut continuer à traduire mes œuvres, il est bien sûr le bienvenu, mais j'espère qu'il trouvera une femme pour l'assister dans cette tâche. 今天这本书可以说，没有女性就没有翻译，没有女性就没有文学，就没有翻译。En somme, on pourrait dire que sans femme, il n'y a pas de traduction ni de littérature. 好好。 Merci beaucoup pour ces explications extrêmement éclairantes et sur l'importance justement donc, de la présence des femmes pour la subsistance de la littérature et de la traduction. Alors, pour peut-être permettre de mieux percevoir la musicalité donc, de son œuvre et entendre la voix de l'auteur, maintenant, je propose peut-être qu'on fasse une petite lecture, tirée de l'un de ses premiers romans qui s'appelle Le clan du Sorgho rouge. Et auparavant, j'aimerais inviter Sylvie Gentil, donc la traductrice attitrée, de cette version intégrale, de nous donner une petite présentation de cette œuvre avant qu'on ne vous lise justement un morceau qui avance au rythme justement de cette clarinette chinoise Sona. Et vous allez voir que c'est un passage extrêmement scandé.
Je vais essayer de vous donner une petite idée effectivement du roman, mais je vais être beaucoup plus bref que Bouyenne, parce que comme tout traducteur, j'aime mieux me cacher derrière l'auteur. Ça fait partie des règles de base. C'est un roman extrêmement difficile, comme tout roman de Moyenne, à résumer de manière assez simple, parce c'est pas simplement au niveau de la langue, c'est au niveau de l'imagination, il part en tous sens, des images, des histoires extrêmement, avec une unité très forte, mais extrêmement variée. Donc, pour dire les choses de manière un petit peu simple, c'est deux histoires en même temps qui n'en font qu'une. L'histoire principale se passe pendant la guerre de résistance. Ce sont des paysans chinois qui se révoltent contre l'occupant japonais, et c'est quand même assez violent, mais il y a la révolte des paysans, il y a les armées du Kuomintang qui se battent également contre les Japonais, et l'armée communiste qui se battent contre les Japonais. Et donc ça, c'est le temps principal du récit. Mais c'est aussi l'histoire du père du narrateur. Le père qui est enfant de 13-14 ans à l'époque de ces combats, et l'auteur remonte dans le temps pour revenir à la rencontre de ses grands-parents et à la conception de son père. Donc ce sont les deux histoires qui se mêlent et qui évoluent au fil du roman et qui en construisent la trame. Ce qui fait qu'autant que je sache, le passage qu'on va nous lire maintenant, en fait, est assez au début du roman et concerne, mettons, le mariage de la grand-mère. Mais c'est plus compliqué. Si vous lisez le livre, vous verrez que ce n'est pas aussi simple. Mais la grand-mère se marie au début du livre, et donc on va vous en parler maintenant. Merci beaucoup. Alors, je m'autorise à porter la voix de l'auteur. J'espère être à la hauteur. Et on entendra d'abord le passage en question en chinois avant qu'on entende la traduction qui sera interprétée par Yon Kongkolo. 我奶奶刚满16岁时，就由她的父亲做主，嫁给了高密东北乡有名的财主单挺秀的独生子单扁郎。单家开的烧酒锅以廉价高粱为原料，酿造优质白酒，方圆100里都有名。东北乡地势低洼，往往秋水泛滥，高粱高杆防涝被广泛种植，年年丰产。单家利用廉价原料酿酒牟利，富甲一方。我奶奶能嫁给单扁郎，是我外曾祖父的荣耀。当时多少人家都渴望着和单家攀亲，尽管疯传着单扁郎早就染上了麻风病。单挺秀是个干干巴巴的小老头，脑后翘着一只枯干的小辫子。他家里金钱满汇，却穿得破衣烂袄，腰里常常扎一条草绳。奶奶嫁到单家，其实也是天意。那天，我奶奶在秋千架旁边与一些肩足长辫的大闺女耍笑游戏。那天是清明节，桃红柳绿，细雨霏霏，人面桃花，女儿解放。奶奶那年身高1.60米，体重60公斤，上穿碎花洋布褂子，下穿绿色缎裤，脚脖子上扎着深红色的绸带子。由于下小雨，奶奶穿了一双用桐油浸泡过10几遍的绣花油鞋，一走克啷克啷的响。奶奶脑后垂着一根油光光的大辫子，脖子上挂着一个沉甸甸的银锁。我外曾祖父是个打造银器的小匠人，外曾祖母是个破落地主的女儿，知道小脚对于女人的重要意义。奶奶不到6岁就开始缠脚，日日加紧，一根裹脚布长1丈余，外曾祖母用它勒断了奶奶的脚骨，把8个脚趾折断在脚底，真惨。我的母亲也是小脚，
我每一次看到他的脚，就心中难过，就恨不得高呼：打倒封建主义，人脚自由万岁！奶奶受尽苦难，终于裹就了一双3寸金莲。16岁那年，奶奶已经出落得丰满秀丽，走起路来双臂挥舞，伸腰扭动，好似风中招展的杨柳。单廷秀那天撅着笨筐子到我外曾祖父村里转圈，从众多的花朵中一眼看中了我的奶奶。3个月后，一声花叫就把我奶奶抬走了。On va entendre maintenant donc la traduction réalisée par Sylvie Gentil et après on souhaiterait entendre les commentaires du maître. 念的比我念的好。我评论他的那个翻译翻译的那个，就是我刚才念的这一段，现在他在念翻译的那一段，然后您看看您是什么看法啊？从声音的角度是吧？啊，声音啊什么都可以。啊，让他先念一下啊。Quand ma grand-mère eut 16 ans, son père accorda sa main à Shan Bianlang, fils unique de Shang Tingxiu, fameux puisque plus gros rupin de notre canton nord-est. Distillateur de leur état, ces Shan produisaient une excellente eau-de-vie dont le renom s'étendait sans lit à la ronde. Dans nos terres encaissées, l'eau à l'automne a vite envahi les champs, et si le sorgho y est si commun, c'est qu'avec ses hautes tiges, il résiste aux inondations, et que sa moisson est toujours abondante. Transformant un grain acheté à vil prix, il nageait dans l'opulence. C'était pour mon arrière-grand-père un immense honneur que de leur donner sa fille. Il avait beau se murmurer que le garçon était lépreux, nombreux étaient ceux qui recherchaient cette alliance. Shan Tingxiu, en ce qui le concerne, était un petit vieillard sec, dans la nuque duquel pendait un ridicule bout de natte. Ses coffres débordaient d'argent, mais il s'habillait de haillons, n'ayant souvent pour ceinture qu'une tresse d'herbe. Que ma grand-mère soit admise dans leur famille était la volonté du ciel. Au jour de pureté, celui de la fête des morts, quand les péchés sont en fleurs, les saules verts dans la bruine fine, qu'on admire les arbres et que les filles sont libres, elle était allée faire de la balançoire avec d'autres belles aux longues tresses et pieds menus. 1,60 m, 60 kilos, vêtue sous sa tunique de coton fleuri, d'un pantalon de satin vert, gancé aux chevilles de soie pourpre. Elle avait, en raison d'une petite pluie fine, enfilé des chaussons brodés enduits d'une dizaine de couches d'huile d'abrasin qui claquaient à chacun de ses pas. Dans son dos pendait une longue tresse d'un noir éclatant, à son cou un lourd collier d'argent. Mon arrière-grand-père était petit artisan en orfèvrerie. Son épouse, qui, issue d'une famille de propriétaires fonciers déchus, savait combien de petits pieds pouvaient être importants dans la vie d'une femme, avait commencé de bander ceux de sa fille chaque jour un peu plus serrés, alors qu'elle n'avait pas 6 ans. Avec une aune de tissu, elle lui avait brisé les os, recroquevillant les orteils sous la plante, une véritable torture. Ma mère aussi a les pieds bandés, et mon cœur se serre à chaque fois que je les regarde. J'ai envie de hurler. Après avoir atrocement souffert, ma grand-mère s'était retrouvée avec des lotus dorés, de 3 pouces de long, et était à 16 ans dans le plein éclat de sa beauté. Ses bras semblaient danser quand elle marchait, et ses reins se balançaient comme un saule sous la caresse du vent. Au milieu de toutes ces fleurs, elle séduisit au premier coup d'œil Shang Tingxiu, qui traînait ce jour-là près du village avec ses seaux à purin. 3 mois plus tard, un palanquin fleuri l'emportait. 我觉得这个好像听法文听着比中文要流畅，是吧？ J'ai l'impression que le français est encore plus fluide que le chinois. 其他的就无从评价了。 Pour le reste, je n'ai pas d'autres commentaires particuliers à faire. Vous qui accordez tant d'importance à la musicalité de la langue, à la tradition orale, et est-ce que c'est une conscience
qui a émergé dès le début et qui s'est accentué au fil des années, parce que vous avez cité l'exemple du supplice du Santal, effectivement très inspiré par l'opéra local qui a à voix de chat, et c'est très particulier parce que vous allez pousser l'imitation jusqu'à la reproduction de la mélodie donc de cet opéra en versifiant une partie donc de ce texte. Mais on trouve la même conscience déjà dans l'un de ses premiers romans. Est-ce qu'on se trompe en le lisant? Ou on sent déjà une grande musicalité? 曾经有一段时间，我是戴着耳机写作的。 Il y a eu un moment par le passé où j'écrivais avec un casque sur les oreilles. 对音乐实际上也没有太多的选择，有时候放一段京剧，有时候也会放一段这个西方的交响乐。 Et je n'écoutais pas une musique en particulier, j'écoutais parfois de l'opéra de Pékin, parfois de la musique classique occidentale. 刚开始还可能在听到这个音乐的内容是吧？但是这个一旦写作入神的时候，就忘掉了耳朵里听到的什么，只是感受到一种节奏。 Et au début, quand j'écoutais cette musique, j'étais très attentif à toute la musique, mais à mesure que je me plongeais dans mon écriture, je l'oubliais pour n'entendre finalement plus que le rythme. 那这个时候，这个耳朵里听到的音乐的节奏感跟笔下的文字的节奏感是融为一体的。 Et le rythme que j'avais dans mon oreille et celui de mon stylo qui parcourait la page finissaient par se fondre. 我当年在我的故乡的一个空房子里写作，我的一个堂弟他从旁边走，然后就跟我说你这个写作的时候，这个浑身哆嗦啊，腿在不停地颤抖，而且这个喉咙里还发出呼哧呼哧的喘粗气的声音。 Et je me souviens qu'une fois, alors que j'écrivais, un cousin était chez moi, il était passé derrière moi et il m'avait dit que quand j'écrivais, on pouvait sentir que je m'animais, j'avais les pieds qui battaient la mesure et ma respiration aussi était très saccadée. 我说我自己是一点都没有意识到。 Et je lui ai dit que je n'en avais pas le moins du monde conscience. 像无论哪一种语言，它肯定都有一种内在的韵律或者节奏。 Je pense que toutes les langues ont une forme de musicalité et de rythme. 作家这个写作的过程当中，如果能够找到这种节奏，他笔下的文字肯定是非常的流畅，非常的华美，非常的这个流畅，非常的华丽美好。 Et je pense que si un écrivain arrive à saisir ce rythme, lorsqu'il l'écrit, son texte sera forcément très fluide et très beau. 那么，我想这也说明了这个音乐跟文学之间，它有一种内在的联系。 Et j'y vois la marque d'un lien indéfectible entre la musique et l'écriture. 就像这个画家笔下的色彩，跟这个作家笔下的文字之间也有一种内在的联系一样。 Et de même, il y a un lien très important entre les couleurs qu'on utilise en peinture et l'écriture d'un romancier. 如果一个作家能够打通了音乐、美术与文学之间这种界限，就是能够成功的把音乐的这种韵律、节奏和画家的色彩转化成他笔下的文字，我想他在这个文学方面肯定是会有很好的成就的。 Et je pense que si un écrivain parvient à faire tomber les murs qui existent entre les beaux-arts, la musique et la littérature, s'il arrive à insérer dans son écriture cette musicalité, ces rythmes, ces couleurs, eh bien son travail sera forcément très réussi. 我这个尽管没有上过几天学，但是在业余也通过自学读了一些中国古典的文学作品，像唐诗啊、宋词啊这样。 Il est vrai que je n'ai pas passé quelques jours à l'école, mais j'ai appris tout seul de mon côté la littérature classique, notamment la poésie des tangs et des songs, et ça a eu une influence. 但真正使我入迷的，也使我收益最大的，实际上是元曲。
啊，元朝的这种曲子，元朝的这种杂剧和曲子。Ce sont des chants des chants yuan qui m'ont le plus inspiré. 因为这个唐诗也好，宋词也好，他们并不是说每句都要押韵，但是元曲是每句都是押韵，有时候一篇这个几十句都是一韵一个韵押到底。En effet, les poésies tang et song ont leur intérêt, mais elles ne riment pas forcément, alors que les chants yuan, eux, rythment toujours, sont des petites pièces de théâtre, et parfois toute la pièce rime. 这让我就感觉到一种语言能够产生的一种强大的这种推动力。Et c'est là que je me suis rendu compte qu'une langue pouvait avoir une formidable force et animer un texte. 就好像一辆这个快速奔跑的马车，产生一种这个人的无法驾驭的这种产生自身的一种巨大的力量。Et c'est un peu comme un attelage dont on aurait perdu contrôle. Cette langue peut vraiment avoir une force immense. 在我的早期的小说里边，包括《红高粱家族》这本书里边，是可以看到元曲对我的影响的。Et dans mes premières œuvres, en particulier dans Le Clan du Sorgho Rouge, je pense qu'on peut retrouver l'influence de cette forme de poésie. 我在民间，在这个农村生活了很多年，在这个农村有一些没有文化的，就是不认识字的人，但是他们口头的语言表示能力非常强。J'ai très longtemps habité à la campagne, et même si autour de moi certaines personnes étaient illettrées, elles avaient une capacité à s'exprimer à l'oral absolument merveilleuse. 有的人他一开口讲话，就是每句话都合辙押韵。Et que quand ces personnes s'exprimaient, leurs propos étaient très rythmés et rimés également. 当村里边某个人得罪了他的时候，那这个人很快就会被他编成各种各样的快板，糟蹋的不成模样。Et si jamais quelqu'un offensait une de ces personnes douées d'éloquence, elle se retrouvait souvent complètement humiliée, car cette personne savait vraiment très bien se moquer d'elle. 对这个中国这个现代的文学，如果了解比较多的朋友们就会知道，这个我们有一个作家叫这个赵树理，他写过一部小说叫《李有才版画》。Et si vous connaissez un peu la littérature, vous connaissez peut-être l'auteur Zhao Shuli. Il a écrit un ouvrage justement très rythmé aussi et très musical. 这个李有才就是像我刚才说的这些村庄里面的特别口才特别好的人。Et c'est un ouvrage qui raconte justement l'histoire d'une de ces personnes qui est vraiment douée d'éloquence. 那我当时作为一个辍学的农村少年，就跟这样的一些人生活在一起，肯定也受了他们的影响。第一就是特别羡慕这种能够出口成章的人。第二呢，也尝试来这个编一些顺口溜啊，就希望自己讲话讲的也能够合辙押韵。Et c'est vrai que je ne suis pas allé à l'école, mais j'ai eu l'occasion de côtoyer ces personnes et elles ont eu une influence énorme sur moi. D'abord parce que je les admirais énormément et parce que par la suite j'ai voulu les imiter et moi aussi être capable chaque fois que j'ouvrais la bouche de parler en rime, avoir un propos très rythmé. 当然还有地方戏曲啊，地方戏曲这个唱词它不像京剧啊那样典雅，也是非常口语化，但是它也是特别追求这种押韵，合辙押韵。Il y a aussi l'influence du théâtre populaire qui n'est pas aussi raffiné que l'opéra de Pékin peut-être, mais qui accorde aussi une très grande importance au rythme et aux rimes. 我想就是从这么几个方面吧，促成了后来我在文学创作当中对这种语言的这种韵律和节奏的这种追求。Et ce sont toutes ces différentes influences qui m'ont donné envie quand j'écrivais de rechercher cette musicalité et cette rythmicité. 当然，这个东西也有它的负面的影响。如果过分追求的话，就会形成一种语言的这种油滑之感，太顺了啊，太滑溜了，像一个人在冰上奔跑一样。Mais il y a aussi un aspect négatif, c'est que si on recherche trop cette musicalité, la langue peut nous échapper, elle peut devenir fuyante et on peut avoir l'impression de patiner sur de la glace. 总之，我想语言对于作家来讲是一辈子也难以追求到一个自己满意的程度的，每写完一篇就感觉这个语言还是不好。
Et je pense qu'un écrivain n'arrive jamais au niveau où il est parfaitement satisfait de sa langue, et chaque fois que j'écris, j'ai toujours des choses à reprocher à mon travail. 真正的对一个作家的这个评价呀，最重要的标准，我觉得还是看他的语言，对这个汉语、对民族语言有没有发展和创造。 Je trouve que le plus important quand on se penche sur le travail d'un écrivain, c'est de se pencher sur sa langue et notamment sur la contribution de sa langue à l'évolution de la langue du pays en général. Je crois avoir déjà beaucoup parlé. Merci, au contraire, c'est très très éclairant. Et on aimerait entendre Sylvie Gentil, la traductrice, pour savoir quelles sont les difficultés qu'elle aurait rencontrées en optant par exemple sur cette prose aussi rythmée parfois. Alors, juste un tout petit point avant, c'est que, pardon, Sylvie dit qu'il n'est jamais complètement satisfait de sa langue. Pour nous, c'est encore pire, parce nous avons le modèle presque parfait devant nous, et donc on se sent très mal, parce qu'on n'a jamais l'impression d'arriver vraiment à leur niveau. Ensuite, deux, trois choses que j'ai notées comme ça aussi, c'est que le problème de la musique, d'écouter de la musique. Souvent, en début de traduction, j'ai besoin du silence complet. Mais il y a toujours un moment où je suis rentrée dans le livre, j'ai un petit peu son rythme dans la tête, j'ai son atmosphère, et à ce moment-là, pour franchir une étape, j'ai besoin d'écouter de la musique. Et ça peut être très variable. Ça peut dépendre non seulement du roman, non seulement de l'auteur, mais des chapitres du roman. C'est-à-dire que sur un même roman, parfois j'ai pu avoir besoin d'écouter des Doors ou du Brahms, suivant. Donc c'est vraiment très changeant. Et ça, après, la langue de Boyenne, en particulier, a une musicalité bien particulière, avec un rythme bien particulier. Donc, il y a des espèces de techniques pour essayer de s'y retrouver. Essayer de procéder de virgule à virgule, voir après qu'on peut enchaîner les mots. Et surtout, le plus important, c'est finalement, je dirais en milieu de journée, pour moi, vers 7 heures du soir, en fait, lire à voix haute le travail qu'on a fait dans la journée, essayer de reproduire par sa voix la musique qu'on a lue dans sa tête dans le texte chinois. Essayer d'arriver à une équivalence, quelque chose qui coule, quelque chose qui est en phase. Alors, c'est jamais exactement la même chose. Par exemple, on parlait hier avec Chantal du Kwaiban, et on disait qu'on scandait comme ça avec nos mains pour essayer d'avoir vraiment le rythme et la musique. Généralement, c'est trop court, la formulation chinoise, on ne peut pas la rendre en français. J'ai vraiment plus de voix, je suis désolée. Donc, nous essayons de choisir un rythme qui se rapproche au maximum du rythme chinois, du moins dont le Kwaiban est souvent en 2 parties, une un peu plus longue, une un peu plus courte, et donc de reproduire au moins justement cet échange de long et de court, qui va redonner un rythme à peu près équivalent. Ben, ce sont en fait des trucs qu'on arrive à faire comme ça. On n'est jamais vraiment satisfait, effectivement. Mais pour la musicalité, c'est un travail de voix, d'oreille, et qui est difficile à expliquer, parce que comme disait aussi Anna Chang l'autre jour, c'est difficile de parler de traduction. On ne parle pas de traduction, on ne théorise pas de traduction, on fait. Et c'est tout. Et après, on essaie de vérifier que ça colle. C'est vraiment... c'est très artisanal. Et l'autre jour, à la bibliothèque Méjeanne, il y a eu un extrait c'était le chantier, non, Chambard. Du Chambard de Lu, et il y avait cette histoire de caméléon qui revenait souvent. C'était le caméléon, je sais plus. Enfin, l'autre jour, il y avait le caméléon qui revenait. Oui, non, c'était autre chose, oui. Mais je suis un caméléon, finalement. Tous les traducteurs sont des caméléons. Donc voilà, on se met dans la peau de l'auteur, on essaie de penser à peu près comme lui. Et si on arrive à penser comme lui, on arrive à trouver petit à petit son rythme. Et on a mis l'accent donc sur la musicalité de cette langue, mais c'est vrai que comme vient de le rappeler notre maître, son style est forgé à partir d'une sorte de synesthésie, je dirais, avec le mélange donc du visuel,
de l'auditif, de l'olfactif. On sait très bien l'importance des odeurs pour l'écriture romanesque chez Mouillenc, et le sujet sur lequel il a même prononcé un discours à la BNF il y a quelques années en France. Donc il a écrit tout un essai, il a consacré tout un essai à cette problématique. Et si bien qu'on peut dire qu'il y a une vraie chromatique d'une certaine manière, mais au sens large. Et comme il a rappelé encore hier dans son allocution en réponse donc de la haute distinction qu'il a reçue à l'université Aix-Marseille, donc il lui a décerné le titre de honoris causa, et il a parlé donc de l'incidence durable qu'exercent les peintres, par exemple, et en particulier Van Gogh, Cézanne, Monet, entre autres, Gauguin, et qu'il a eu le plaisir de visiter et revisiter quand il était dans l'armée, si je ne m'en abuse. Donc c'est une palette stylistique extrêmement riche, extrêmement nourrie, et je propose qu'on entende un petit peu donc la suite donc de ce rituel du mariage, où effectivement donc les couleurs, les odeurs se mélangent à cette musicalité jusqu'à une certaine satiété. Enfin, ce fut le grand jour, et on l'assit dans ce palanquin à 4 porteurs qu'accompagnait un orchestre, dont les trompes et Suona avaient des accents si déchirants qu'elle ne put retenir ses larmes. Lorsque le cortège se mit en route, elle eut l'impression de naviguer dans les cieux. Mais à peine eut-il quitté le village que ces tirs au flanc de musiciens cessèrent de jouer, tandis que les porteurs accéléraient l'allure. Le parfum des sorgho était pénétrant. Dans les champs, des oiseaux merveilleux gazouillaient, des bêtes rares criaient. Au fur et à mesure que les rayons du soleil pénétraient sous le dais sombre, l'image qu'elle se faisait de son époux se précisait. C'était une douleur profonde et violente, comme si on lui avait transpercé le cœur. Dieu du ciel, protégez-moi. La prière s'était échappée de ses lèvres parfumées qu'ombrait un léger duvet. Heureusement, les épaisses parois et la portière avaient étouffé son murmure. Elle arracha le funeste voile rouge et le posa sur ses genoux. Par la force des choses, elle avait revêtu les 3 vestes et pantalons ouatés qu'exigeait la tradition, même en cas de canicule. En loques et crasseux, l'intérieur du palanquin lui faisait penser à un cercueil. Combien de jeunes mariés condamnés à la mort avait-il transporté ? Le satin jaune qui doublait les parois était graisseux. 3 mouches bourdonnaient autour de sa tête, 2 autres s'étaient posées sur le rideau, où de leurs pattes noires, elles frottaient des yeux étincelants. En ville, les porteurs marchaient en 10h10. On disait fouler la chaussée pour plaire aux maîtres et empocher un meilleur pourboire, bien sûr, mais aussi pour faire étalage de leur savoir-faire et leur raffinement. Gare à celui dont le pas n'aurait pas été en règle. C'était un bon à rien, comme celui qui aurait mis la main au brancard. Lorsqu'on était quelqu'un, on avait les paumes sur les hanches et l'allure réglée sur la mélodie que jouaient les musiciens. Les spectateurs devaient toucher du doigt les souffrances dont procédait le moindre instant de bonheur. Mais dès la plaine de Pingchuan, il se faisait plus expéditif, histoire d'avancer plus vite d'abord, mais aussi de tourmenter la mariée. Quand à force d'être secouée, elle vomissait bruyamment sur sa tenue de brocart et ses chaussons brodés, il ne se sentait plus de joie. Disons qu'ils en avaient gros sur le cœur, ces garçons, dans la force de l'âge, qui ne cessaient d'alimenter les chambres nuptiales des autres et qu'ils avaient des raisons de chahuter l'épousée. Grand-mère cédait à l'angoisse lorsque la voix d'un porteur retentit. « Hé, la mariée, si tu nous racontais quelque chose, la route est longue, c'est mortel à la fin !» Vite, elle remit le voile, furtivement éloigna le pied du rideau et à l'intérieur du palanquin, à nouveau, l'obscurité régna. « On te porte, tu pourrais nous chanter une chanson ?» Les musiciens réveillés soufflaient comme des fous dans leurs trompes. À l'avant, on s'amusa à les imiter et tout le cortège partit d'un rire sauvage. Grand-mère se sentait dégoulinée de sueur.
Avant de la laisser partir, sa mère lui avait 1000 fois recommandé de ne jamais, au grand jamais, adresser en cours de route la parole à qui que ce soit. Porteur, musicien, racaille que tout cela, avec de drôles de manières, de tels gens, on pouvait tout attendre, et le pire à coup sûr. Il secouait le palanquin avec tant de force qu'elle avait du mal à tenir en place, et dut s'agripper au banc des deux mains. Rien, y a qu'à la secouer. Si ça la fait pas parler, ça la fera pisser. La chaise se balançait comme un petit bateau dans la tempête. Grand-mère s'accrochait à son banc avec l'énergie du désespoir. Les œufs de son petit déjeuner ballottaient dans son ventre. Les mouches bourdonnaient autour de sa tête. Elle avait la gorge serrée. Un brusque relent lui monta à la bouche et elle se mordit les lèvres. Il ne faut pas vomir, pas vomir. Elle se l'interdisait. Tu ne peux pas vomir, Feng Yan. On dit que c'est ce qu'il y a de pire de vomir dans le palanquin, qu'après, on sera toute sa vie poursuivi par la malchance. De plus en plus grossier, certains des hommes traitaient mon arrière-grand-père de minable avec des pièces d'or à la place des yeux. D'autres prétendaient qu'on allait planter une fleur dans du fumier. D'autres encore que Shan Bianglang était un lépreux aux pustules purulentes, que près de chez lui ça sentait la viande avariée et que la cour était envahie de mouches vertes. Dis la petite, faudrait pas le laisser te toucher le Shan Bianglang, sinon tu vas te mettre à pourrir toi aussi. Les trompes claironnaient. Les relents d'œufs s'épaississaient et grand-mère se mordait la lèvre, de plus en plus fort. Elle avait l'impression d'avoir la gorge prise dans un étau. Ne pouvant plus se contrôler, elle ouvrit la bouche et ses vomissures atteignirent le rideau de plein fouet. Elle a dégobillé, ce con-là, braillait-il, ce con-là, elle finira bien par nous parler. Voilà, donc j'espère que ça donne l'appétit, donc pour le vin tout à l'heure. Et en remerciant donc tous les participants, en remerciant notre maître et John Cambroulan pour sa lecture et Sylvain pour la traduction. Et nous, on aura l'occasion tout à l'heure pour connaître l'opinion de notre maître sur le vin ici, pour savoir si le vin local est à la hauteur de l'alcool du Sorgho, même si il n'est pas coupé de la meilleure expression. Surtout, il ne faut pas confondre, il y a quand même quelques degrés de différence. Juste quelques degrés de différence. Parce que le meilleur cru, apparemment, requiert une certaine substance, d'après le plan du Sorgho. Là, on ne peut pas le dire. Non. C'est dévoiler un secret de famille. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? 感谢你们啊，感谢这个翻译，感谢这个朗读者啊，当然要感谢法国的好酒。Merci à tous, merci à mes traducteurs et traductrices, merci à notre lecteur d'aujourd'hui et puis merci aussi au vin français. 现在在法国超市里面卖8欧元的酒，在中国可能要卖1000人民币，100欧元要。Et aujourd'hui, en France, dans n'importe quel supermarché, on peut trouver des bouteilles à 8 euros qui coûteraient plus de 100 euros en Chine. 所以作为一个法国人是多么样的幸福。Donc je me dis que les Français ont bien de la chance. Quelques mots pour conclure, avant de vous inviter à suivre la coursive et à prendre le verre de l'amitié avec nous dans la bibliothèque du Collège des traducteurs. Je voudrais juste vous dire que cette rencontre arrive à point nommé pour la vie du collège, puisque actuellement un atelier de traduction conduit pendant les 3 premières semaines, du moins par Zhang Yinde et Sylvie Gentil, est en cours, que cet atelier est donc suivi par 6 jeunes traducteurs